commencer ce webinaire par une toute première présentation un petit peu du contexte, qui nous sommes. Donc la société Alma, nous avons un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, nous existons depuis plus de 40 ans. Nous sommes aujourd'hui à peu près 160 personnes. Nous avons la particularité d'avoir un statut de SCOP, donc Société Coopérative et Participative. Nous sommes installés, alors le siège social est à Saint-Martin-d'Hères, donc dans la proche banlieue de Grenoble. Et nous avons principalement, 4 activités, 4 branches d'activités que je vais vous décrire. Donc nous, donc l'entité que je représente aujourd'hui, logiciel BPM et collaboratif, pour la création d'applications métiers pour augmenter la productivité et la collaboration de les entreprises. Donc juste collaboratif, processus, GED, voilà ce genre de sujet que nous traitons. Deuxième branche qui est la branche, on va dire, d'origine d'Alma, les logiciels CFAO. Donc, développement et édition de logiciels pour la découpe, la tôlerie et la robotique, donc pour optimiser l'utilisation de la matière et tout ce qui vient avec. Troisième branche, les logiciels santé, donc tout ce qui va être intégration et édition de logiciels pour les hôpitaux et les pharmacies. Et quatrième entité, système et réseau, conception, déploiement et maintenance d'infrastructures informatiques qui correspondent donc bien à leur métier. Et donc nous, on va faire un focus sur notre branche. Notre offre est constituée de 2 plateformes logicielles. D'un côté, la plateforme Microsoft 365, donc la suite logicielle. On a cité les principaux, la suite est beaucoup plus vaste, mais nous, quand même, les principaux outils que nous utilisons, déployons, sont Exchange Outlook pour la partie messagerie, Teams pour le travail en équipe et la communication, SharePoint pour la gestion de contenu, et donc c'est ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui pour la GED, et la Power Platform, donc une suite d'applications pour mettre en place des automatismes, des écrans ou des tableaux de bord, donc Power Apps, Power Automate, Power BI. Et d'un autre côté, la plateforme logicielle Agilium, qui est donc une plateforme qui permet de mettre en place des applications métiers. C'est une plateforme qui est orientée low code, donc faible utilisation de code, et cloud, et qui va permettre de se connecter à vos différentes applications. Et donc, du coup, on pourrait le décrire aussi un petit peu en quelque sorte comme un grand chef d'orchestre. Voilà pour les 2 plateformes sur lesquelles nous travaillons. Notre offre de service pour vous aider, nous vous accompagnons avant, pendant et après sur vos projets. Donc avant pour vous aider à identifier vos besoins, donc ça va être du cadrage à l'aide d'audits, mise en place de maquettes pour faire des tests sur certains logiciels pour vérifier que ça correspond bien à vos besoins. Donc tout ça c'est pour l'avant-projet. Le pendant, donc on va s'occuper vraiment du déploiement de votre projet, de la réalisation de la migration selon les types de projets qui sont mis en place. Voilà, pour la partie conception et déploiement. Et après, on vous accompagne aussi après pour de la formation, de la maintenance, de l'hébergement selon vos besoins. Voilà, on est capable de fournir du service sur les différentes étapes. Et donc, pour la partie GED dans 365, on va faire différentes étapes. On va d'abord vous faire quelques rappels généraux sur la plateforme, sur la GED. Qu'est-ce que c'est que la GED? Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de GED? Qu'est-ce qu'on appelle un document? On va parler des outils de base pour faire de la GED dans 365. On va essayer juste de mettre en place un panorama des différents outils, mais évidemment, on va se focaliser derrière sur SharePoint. Donc, ça va nous permettre de bien localiser les différents outils qui pourraient vous être utiles. On va parler des principales fonctionnalités de la GED. Donc, c'est là où on va vraiment s'appuyer fortement sur les différentes fonctionnalités que SharePoint va nous offrir. Et on va aussi ouvrir le panorama sur d'autres possibilités de la plateforme qui pourraient aller plus loin que les principales fonctionnalités de GED. On parlera d'automatisme, voire d'intranet.
Donc, quelques rappels sur la GED. Donc, c'est premièrement, qu'est-ce qu'un document? Alors, ça peut sembler évident, mais alors, même si on va pouvoir gérer autre chose que tout support d'information, de manière générale, on va parler avant tout de ce qui va être comment dire, un document lisible, un compte-rendu, un document de spécification, une facture. Donc, on parle vraiment de traiter avant tout toute cette partie-là de vos informations. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter le reste, mais on est vraiment focalisé sur cet aspect-là, ces documents-là. Qu'est-ce qu'une GED? Alors, l'acronyme dont on parle depuis le départ, la gestion électronique de documents, ça va être un outil qui va vous permettre de mieux gérer la documentation qu'avec un serveur de fichiers. Ça va vous amener tout un ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre du travail collaboratif plus facile, du rangement plus facile, de la recherche plus facile, tout un ensemble de fonctionnalités. On va être vraiment dans une base de données documentaire qui va nous permettre de mieux gérer. Et donc, quelle différence vis-à-vis d'un serveur de fichiers? Alors, si on prend l'exposé d'une autre manière, un serveur de fichiers, ça vous permet de stocker et également de gérer la sécurité. Même si en général, c'est géré de manière relativement simple, ça va être j'ai accès ou je n'ai pas accès à des documents. Et là, un système de GED va permettre ça, mais va permettre d'aller beaucoup plus loin, va permettre d'exploiter notre documentation et pas uniquement donc, de la stocker. On va voir un petit peu plus tard toutes les fonctionnalités qui s'offrent à nous pour améliorer notre gestion par rapport à des serveurs de fichiers auxquels on pouvait être habitué. Donc, une plateforme de GED, selon les utilisateurs, ça va pouvoir amener différentes visions. Tout le monde ne va pas utiliser une plateforme de GED de la même façon. Il y a ceux qui vont vouloir avoir l'aspect, une GED, c'est un coffre-fort. C'est vraiment, je pérennise ma documentation, elle est stockée à un endroit bien précis, tout le monde ne peut pas y accéder. C'est vraiment la zone sacrée pour la documentation, le stockage à long terme. D'autres vont plutôt utiliser une GED pour en profiter, pour mettre en place un lieu de partage et d'échange. Donc, les deux peuvent se compléter, ce n'est pas forcément deux visions antagonistes, mais ça va être l'occasion de faire tomber des silos. On était très souvent habitués à travailler chacun dans son coin sur nos propres documents et dans son coin sans les partager. Ça va être l'occasion d'un petit peu faire tomber des barrières et de rendre de l'information accessible à tout le monde. Et troisième aspect, il y en a d'autres qui vont voir la GED comme un établi, une source de solutions pour répondre à des besoins. On va pouvoir mettre en place des applications métiers. Donc, ça va être, par exemple, de la mise en place de la demande de congé, de la validation de facture en interne et tout ce qui peut être automatisation pour des choses qui, aujourd'hui, nous sont chronophages. On reparlera des automatismes un petit peu plus tard. Donc, vous voyez, une plateforme de GED, ce n'est pas forcément destiné à répondre à un besoin. Ça sera plutôt à se poser la question comment vous voulez gérer votre documentation et quel est l'aspect qui est le plus important pour vous. Donc, dans la plateforme Microsoft 365, il y a plusieurs outils qui permettent de stocker de la documentation. Donc, c'est les trois zones que j'ai surlignées sur ce slide. Mais on souhaite bien vous mettre en évidence que ces différents outils ont des usages premiers bien précis de base. On ne dit pas qu'il n'y a que cette possibilité-là, mais on va vous décrire un petit peu les éléments majeurs. Donc, les trois outils, c'est OneDrive, SharePoint et Teams. Alors, comment ces trois outils se positionnent l'un par rapport à l'autre? Le premier, ça va être OneDrive. Donc, c'est orienté pour être un usage personnel avant tout. Donc, c'est un outil qui a été pas mal utilisé et j'allais dire un petit peu dévoyé, façon de parler, puisque c'est le premier qui a été largement utilisé par un petit peu tout le monde. Et donc, c'est souvent l'endroit où les gens ont fait des partages en premier lieu vers l'extérieur, vers des collègues, etc. Au départ, OneDrive, on va dire que c'est plutôt le remplaçant de votre disque dur sur votre ordinateur. Donc, avant, vous avez des documents perso sur votre disque dur. Si votre ordinateur venait à lâcher, c'était un problème. OneDrive vous enlève ce problème et vous avez un espace de stockage qui vous est destiné pour un usage personnel.
Donc, on ne dit pas qu'on ne peut pas en faire d'autres choses, mais c'est avant tout penser de cette manière. Deuxième outil, c'est Teams. Donc, c'est un outil qui est avant tout connu pour l'aspect communication, mais c'est aussi un outil qui permet de mettre en place des espaces de travail pour du partage, souvent avec un partenaire extérieur. Et donc, c'est une autre zone où on va pouvoir stocker des documents. Mais donc, c'est surtout pensé comme étant, on va dire, zone d'échange pour du travail collectif. Et donc, troisième outil, ça va être SharePoint pour du stockage à moyen long terme, et j'allais dire, entre guillemets, pour de la vraie gestion documentaire. Si vous avez prêté un petit peu attention aux différentes copies d'écran qu'on a présentées, elles se ressemblent beaucoup. En fait, c'est le même outil qui se cache derrière les trois OneDrive, Teams, SharePoint. C'est ce qu'on appelle une bibliothèque de documents. Et en fait, on voit trois déclinaisons de cet outil, trois déclinaisons différentes, mais en fait, c'est la même chose qui se cache derrière. Et on va dire que selon les usages, vous ne voyez pas exactement la même chose. Et c'est SharePoint qui offre vraiment toutes les fonctionnalités complètes. On va dire que OneDrive et Teams, c'est deux versions simplifiées de cet outil-là, alors que SharePoint va présenter toutes les fonctionnalités. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est vraiment SharePoint qui va se destiner à être notre GED, c'est qu'il va présenter toutes les différentes fonctionnalités dont on pourrait se servir. Donc, première fonctionnalité, évidemment, de système de GED, tout ce qui est création, modification, suppression de documents. Donc, pour commencer, comment on fait pour créer des documents dans un espace SharePoint? La petite vidéo qui va suivre va vous montrer la première manière d'initialiser une zone de stockage documentaire. Donc, ça se passe relativement simplement. Imaginez que vous avez deux fenêtres. Votre fenêtre de navigateur Internet, qui est sur la droite, votre fenêtre à gauche d'explorateur de fichiers. Et on va pouvoir très simplement, par une sélection de dossiers ou de fichiers, faire un glisser-déposer dans la zone de SharePoint. Et on voit qu'il y a le chargement de 5 éléments qui nous est notifié. Donc, ils ont progressivement amélioré l'interface Microsoft pour indiquer ce qui était en cours. Et à la fin, il nous fait un petit statut sur le déroulement de l'opération. Donc, les éléments ont bien été téléchargés. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une opération qui se déroule relativement simplement. C'est une plateforme qui vit, donc elle est améliorée en permanence. Je crois qu'ils ont annoncé la semaine passée qu'ils avaient multiplié par 5 les vitesses de téléchargement ou d'upload. Donc, je charge vers le cloud ou je télécharge depuis le cloud vers mon poste. Ils ont amélioré les performances dernièrement. Donc, en tout cas, vous voyez que c'est une première. Ça se fait relativement bien et relativement simplement. Voilà, import simple par glisser-déposer. Voilà. Deuxième possibilité très intéressante. Petit souci technique, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi la vidéo ne s'affiche pas. Alors, je reprends pour que vous ayez le temps de voir. On peut, dans SharePoint, mettre en place dans les zones documentaires des modèles, ce qui va nous permettre de faire en sorte que tout le monde utilise les mêmes documents et qu'on ne se retrouve pas avec des mises en page qui datent de plusieurs années. Donc, pour éviter ce désagrément, on peut paramétrer les différentes zones de stockage dans SharePoint pour mettre en place les modèles que chacun va pouvoir utiliser. Là, sur le petit exemple vidéo que vous allez voir, on va utiliser un modèle qui est le modèle de document que j'ai utilisé pour ce webinaire. Donc là, vous voyez, dans le menu nouveau, je choisis webinaire et ça va automatiquement me faire initialiser un nouveau document basé sur le bon modèle que je vais pouvoir mettre à jour. Et voilà, je suis sûr que je ne me trompe pas. Donc voilà, ça va être un outil qui va nous être très utile parce qu'il va nous permettre de simplifier notre gestion et de s'assurer qu'on est bien à jour. Donc voilà, les deux outils principaux qui vont déjà nous permettre d'uniformiser notre documentation. Troisième étape, ça va être la coédition. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ma voisine de bureau que je remercie pour cette petite démo, et moi-même qui tapons sur deux paragraphes différents dans Word. On est en train de
travaillent en même temps sur le même document sans s'être bloqués. J'avais même mis une petite remarque sur la colonne de droite pour lui demander de compléter le paragraphe. Et donc, elle vient de le faire et elle vient d'indiquer qu'elle a fait cette mise à jour. Donc, ils ont amélioré les outils. Petit 1, la coédition, que ce soit dans Word ou la version web de Word, ça marche très bien. On est plusieurs à pouvoir travailler en même temps sur un même document. Et donc, selon vos cas d'usage, ça va vous faciliter la vie. Soit vous avez à mettre en place une synthèse, un document où chacun doit venir compléter un paragraphe. Et donc, du coup, vous pouvez demander à chacun de venir compléter ses parties. Ou alors, il y a à mettre en place un compte rendu ou de manière collégiale, vous avez à travailler ensemble. Vous avez un document en coédition qui est ouvert pendant que vous êtes en visioconférence. Tout le monde voit les différentes mises à jour en temps réel. Pour valider un document en coédition, c'est quand même relativement idéal comme situation. Donc voilà, c'est un outil très souple. La partie commentaire sur le côté, elle a été également améliorée. C'est quelque chose qui est devenu limite temps réel, un petit peu comme les fils de discussion que vous pouvez avoir dans WhatsApp ou dans Teams. Donc auparavant, c'était uniquement stocké dans le document. Maintenant, c'est même un outil qui peut être l'occasion de petits échanges, j'allais dire, temps réel. Donc les commentaires sur le côté, c'est quelque chose qui marche très bien. Si ce sont des outils auxquels vous êtes habitués, vous avez vu qu'on était en mode révision, c'est-à-dire que là, vous voyez des couleurs sur le document, des couleurs différentes pour ma collègue et pour moi, pour les modifications qu'on a mis en place. C'est un outil qui va se révéler très très puissant en mode coédition, mais aussi pour le suivi des versions. Donc c'est l'outil suivant qui va nous être très intéressant, ce suivi des versions. Donc sur chaque document, les modifications sont tracées et on va pouvoir avoir une pile des différentes versions de documents au fur et à mesure de sa vie. Ça va aussi nous être un gain pour pas mal de choses. Petit 1, c'est terminer les échanges de mails où je ne sais plus quel est le bon mail qui contient la pile de documents que je dois modifier. Petit 2, pour les synthèses de documents modifiés et qui vivent dans des mails, on ne se pose plus la question. Et petit 3, ça va nous éviter des doublons. On va éviter de créer un document, la version du 23 novembre, la version de Jean, la version de Jérôme, etc. On n'a qu'un seul document qui vit. Et après, on peut à tout instant voir l'historique des versions, revenir en arrière, restaurer l'ancienne version, donc pas de risque d'erreur, on peut toujours revenir en arrière. On va le voir sur une petite démo. Donc là, vous voyez un menu qui m'affiche l'historique des versions. Et là, je peux restaurer une version plus ancienne et ça va me la remettre en haut de la pile. Donc on peut faire l'exercice plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Voilà. Et à chaque fois, vous voyez, ça remet en haut de la pile la version que j'ai sélectionnée et que j'ai restaurée. Donc pas de crainte de perte d'information, pas de crainte d'avoir fait une bêtise. On a le suivi, qui a fait quoi quand, et c'est réparable. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement sécurisant. Et si je vous complète ça avec ce qui se passe dans Word même, je vais retrouver ce même historique des versions. Alors, je vais en profiter sur la petite vidéo que vous allez avoir au début pour montrer quelque chose dans Word qui est disponible maintenant et qui est une fonctionnalité très sympathique. C'est que, comme les menus changent d'endroit de temps en temps dans Word, maintenant, il y a une fonction de recherche en haut. Donc, si je ne sais pas où est l'historique des versions, vous allez voir, je vais chercher où est ce menu. Donc, voilà, je commence par faire une recherche de version. J'ai le menu l'historique des versions qui m'est proposé et c'est bien celui que je cherchais. Et donc, sur le côté droit, le panneau droit, il me propose une historique. Et de la même manière, je vais pouvoir ouvrir une vieille version. Je vais pouvoir comparer l'ancienne version avec ma version actuelle. Et donc là, il se met en mode suivi des modifications. On voit tout de suite l'écart entre deux versions d'un document. Vous voyez, il m'a mis en rouge le paragraphe qui avait été rajouté en bas entre la version que je consulte, la dernière, et la vieille version. Donc ça, accumulé avec l'historique des versions, c'est quelque chose de relativement puissant et ça va nous permettre de vraiment être complètement effectif sur des documents. Plus ils sont riches, plus ils ont une histoire longue et plus ça va nous être pratique ce genre d'outil.
Donc, la gestion de la sécurité dans les différents outils, j'en profite aussi pour vous remettre en face les différents outils dont on avait parlé tout à l'heure. C'est que dans OneDrive, de base, c'est un espace privé qui vous est réservé. Donc, c'est pensé comme ça. Vous pouvez partager. N'oubliez pas que plus vous partagez et plus vous ouvrez des portes, donc il faut le gérer. Si on ouvre des portes un petit peu partout, au bout d'un moment, on ne sait plus quelles sont les portes qu'on a ouvertes et qu'on a oublié de refermer. Dans Teams, la sécurité est gérée par canal. Donc, en gros, dans Teams, c'est fait pour, d'ailleurs, c'est un outil de partage simple. Si vous invitez quelqu'un dans un espace, il a les droits. Il a les droits pour faire un petit peu tout ce qu'il veut. Donc, en gros, Teams, c'est je participe ou pas, et si je participe, je peux tout faire. C'est un petit peu binaire. Et par contre, dans SharePoint, ça sera paramétrable à souhait. Donc, vous allez pouvoir simultanément dire pour une même zone, il y a des gens qui ont des droits en lecture, il y en a d'autres qui ont des droits en modification. Et vous allez pouvoir faire ça à tous les niveaux. Au niveau d'un site SharePoint complet, jusqu'au niveau du moindre document. Sur un document bien particulier, vous allez pouvoir mettre des spécificités. Donc, voilà, vous voyez que SharePoint, ça va être quelque chose qu'on va gérer de manière beaucoup plus fine en termes de sécurité que les autres outils. On ne conseille pas forcément d'aller toujours très finement. On pousse toujours à ouvrir plus les espaces et à ne pas gérer trop à l'unité. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui est possible. Pour la notion de classement des documents, on va retrouver, voilà, n'ayez pas peur, des répertoires. Donc même si ce n'est pas quelque chose qu'on va fortement conseiller, on va pouvoir continuer à utiliser des répertoires pour classer nos documents. Donc, vous allez retrouver les mêmes outils que ceux auxquels vous étiez habitués auparavant. Mais vous allez aussi pouvoir maintenant classer par colonne. Donc, je vais illustrer sur un petit exemple. Imaginez une zone de stockage, vous avez tout un ensemble de documents, et vos documents, vous souhaitez leur donner des grandes catégories. Eh bien, vous allez pouvoir mettre en place des colonnes. Donc là, je suis en train de créer une colonne de catégories de documents. Vous allez pouvoir créer différentes valeurs utilisables. Donc là, j'ai mis en place ces différentes valeurs. Vous voyez en plus qu'avec les dernières versions de SharePoint, les étiquettes peuvent être colorisées. Donc vous pouvez avoir un rendu visuel qui va tout de suite être beaucoup plus sympathique. Et voilà, si je passe en mode grille, donc dit mode aussi modification rapide dans SharePoint, je vais pouvoir très rapidement taguer mes documents et les classer. Voilà. Et donc, on obtient très rapidement un espace classé. Donc là, on se serait imaginé auparavant, on aurait fait 3 dossiers qui auraient correspondu à nos 3 valeurs. On aurait fait un dossier manuel utilisateur et on aurait mis dedans le document. Là, c'est plus la peine. On va pouvoir mettre en place des colonnes et filtrer sur ces colonnes. Donc, c'est un système qui est quand même relativement souple et devenu encore plus ergonomique avec le temps par rapport à ce qu'on avait pu connaître. La recherche. Alors là, on va parler en premier lieu d'une recherche qui nous est de plus en plus familière dans tous les outils. C'est ce qu'on appelle la recherche main texte. Donc là, je tape un mot-clé qui est public postage. J'ai fait exprès parce qu'il n'est visible nulle part. Et en fait, le résultat que me retourne SharePoint, c'est un document qui contient le mot public postage. Donc c'est pour vous mettre en évidence le fait que la recherche va chercher dans les différentes colonnes de classement que je peux avoir, le nom évidemment du document en premier, mais ça va également chercher dans le contenu des documents. Donc cette recherche plein texte est améliorée au fil du temps, elle est devenue vraiment très efficace. Elle classe de mieux en mieux les résultats, les plus pertinents nous apparaissent de mieux en mieux en premier, c'est donc de plus en plus efficace. On me signale qu'il y a quelqu'un qui ne voit plus de mouvement. Alors je vais redérouler la vidéo pour l'illustrer, en tapant le mot-clé dans la barre en haut. Et donc SharePoint va filtrer les documents dans la zone de stockage où j'étais pour me filtrer les documents par rapport à ma recherche. J'espère que vous avez pu voir la deuxième itération, sinon peut-être dans la rediffusion, j'espère que vous n'avez pas de coupure réseau de votre côté. Et donc, il y a une deuxième recherche qui peut être mise en place, c'est une recherche par ce qu'on appelle par métadonnées. Donc, grâce à nos colonnes de tri, on va pouvoir mettre en place des outils où on va pouvoir trier sur ces colonnes.
Donc là, j'ai illustré un cas qu'on avait explicité il y a un petit moment. Donc, le mot confinement que je suis en train de taper n'était pas du tout lié au confinement qu'on connaît, malheureusement, qu'on avait connu, qu'on espère ne pas reconnaître. Mais bon. C'était un terme nucléaire dans la petite démo. Vous voyez, à gauche, je suis en train de filtrer sur confinement et sur la colonne de droite, il est présent dans les mots-clés de tag que j'ai utilisés pour classer mes documents. Un résultat de mon filtre qui va me sortir tous les documents dans lesquels j'avais tagué avec ce mot-clé-là. C'est pour aller un petit peu plus loin que la recherche plein texte. On peut mettre en place des colonnes et mettre en place des mécanismes de tri sur ces colonnes-là. Donc ça va aller plus loin, être plus précis que la recherche plein texte. Voilà, donc c'est un deuxième outil, un deuxième niveau de recherche. Et pour ouvrir un petit peu, pour aller plus loin, deux autres ouvertures possibles autour d'une GED. Le premier, c'est créer un intranet basé sur la GED. Vous allez pouvoir mettre en place une page d'accueil avec des renvois vers vos documents d'entreprise. Là, sur la petite page que je vous illustre, vous voyez qu'en haut à droite, il y a des liens rapides vers des formulaires ou des informations propres à votre société. Vous avez les activités récentes et en bas à droite, les documents d'entreprise. Donc, ça va mettre beaucoup plus de liens entre vos outils intranet et GED. Ça, c'est la première piste. Et effectivement, vous allez pouvoir aussi mettre en place petit à petit des formulaires dématérialisés. On peut imaginer que si vous cliquez sur formulaire RH, avant, vous auriez des documents Word que vous auriez imprimés. Et bien maintenant, peut-être que vous aurez des écrans web que vous allez renseigner pour remplir vos demandes. Autre ouverture, c'est des automatismes. On peut mettre en place des demandes de validation relativement simples. Donc, on va pouvoir lancer des demandes de validation sur un document. Ça va nous donner la traçabilité, le fait que quelqu'un a donné son accord sur un document. On va pouvoir avoir des alertes relativement simples. Donc, on va pouvoir demander à être alerté sur une date et surveiller la fin de validité d'un contrat, par exemple, et recevoir automatiquement un mail de rappel, ce qui va nous aider. Et on peut aller beaucoup plus loin avec l'outil Power Automate. On va pouvoir mettre en place des flux de validation qui vont plus loin. Mais bon, déjà, ce qui est livrable standard permet quand même, de base, de répondre à des besoins relativement intéressants. Bon, j'espère que les fonctionnalités que vous avez pu voir aujourd'hui, ça a été clair. On a essayé de mettre en place un petit peu des petites vidéos d'animation pour illustrer les différentes cas de figure. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. 2 points à noter quand même en fin de cette présentation. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec Laurence si vous voulez avoir un rendez-vous de 20 minutes pour un petit peu discuter de votre besoin, de vos besoins en interne. Donc là, vous pouvez y aller, soit aller sur l'adresse qui est en bas, soit vous pouvez, le QR code est effectif. Donc, si vous prenez en photo, là, ça va marcher. Ça vous allez sur notre site tn.mal.fr, vous pourrez prendre un petit rendez-vous. Et dernier point, ça ne s'arrête pas. Hein. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça vous a comblé. J'espère que vous suivrez aussi d'autres présentations. Il y a 2 webinaires à venir avant la fin de l'année, un dans 2 jours, sur comment piloter efficacement son système de management de la qualité, avec une solution complète. Donc ça, c'est après-demain. Il y a un webinaire sur Teams le 10 décembre pour accompagner le travail en équipe. Et donc, on a des sessions plus orientées de démo, 2 sessions de démo d'applications web pour dématérialiser vos factures fournisseurs le 14 décembre et pour dématérialiser vos demandes d'achat le 6 janvier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition si vous avez des interrogations par rapport à ce que vous avez pu voir. Donc, j'espère que ce que vous avez vu était clair et vous intéresse. Alors, le mode modification rapide qu'on a pu voir, c'est un mode effectivement à la Excel où vous allez pouvoir très rapidement modifier les métadonnées entre guillemets en masse de documents. Vous allez pouvoir faire du glisser de valeur, hein, on l'a vu dans la petite démo. J'avais tagué le premier document et j'avais glissé la valeur comme dans Excel sur les cellules voisines.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un outil relativement efficace. Dans le cas de reprise aussi, hein. Donc si vous avez fait une migration, une reprise de documents petit à petit, vous allez pouvoir les reprendre assez vite. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est relativement efficace. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui. On était relativement plus outils aujourd'hui. Alors, le suivi des versions est stocké dans quoi? Alors, des fois, la question n'est pas facile à répondre, hein, parce que Word, de manière cachée, stocke des informations. Par exemple, le métadonnées de SharePoint, il est stocké. Donc, la frontière est des fois un petit peu délicate. Le suivi des versions, il est avant tout dans SharePoint, effectivement. Ce qui veut dire que si votre document Word, vous le sortez, je ne pense pas que vous allez pouvoir... vous n'allez pas retrouver tout l'historique. Donc, c'est SharePoint qui gère ce suivi des versions. Si vous envoyez le document Word à quelqu'un, il va vraiment avoir la dernière version et pas les versions précédentes. Donc c'est SharePoint qui permet ça. Après, vous voyez, c'est relativement transparent. Dans Word, on retrouve les versions qu'on voyait alors excusez-moi, j'ai été perturbé par une petite phrase. C'est relativement transparent entre SharePoint et Word. Et le suivi des versions de SharePoint plus le mode révision dans Word, c'est un couple quand même relativement infernal. C'est quelque chose de vraiment hyper efficace. Juste, ça me permet d'ouvrir sur un autre sujet. Je vous ai montré vraiment les fonctionnalités classiques de GED. On peut aller bien plus loin. Il y a un mécanisme dit d'approbation qui permet d'avoir des versions de brouillon, des versions de travail et des versions finalisées. Et donc, vous pouvez avoir à un même endroit les versions de travail sur lesquelles les modificateurs vont pouvoir apporter les corrections et à un moment donné dire je publie document pour mettre à disposition des lecteurs la nouvelle version valide. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui va être très utile et on va pouvoir vraiment voir dans Word, dans SharePoint, les versions applicables et les versions intermédiaires de travail. Et donc ça, couplé avec Word, c'est quelque chose de vraiment super comme outil. Ah, alors effectivement, la question initiale, c'était, je comprends à l'instant la petite remarque que j'avais vue. La question, c'était le suivi des versions, est-ce qu'il est stocké dans Word ou dans SharePoint? Voilà, excusez-moi, je rajoute un petit peu de lien dans ma réponse. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bon, écoutez, j'espère que tout a été clair. Merci en tout cas pour votre assiduité. Je vais vous... n'hésitez pas à nous rejoindre sur d'autres webinaires. Je vous remercie pour avoir été présent aujourd'hui. Bonne journée.